Bien. Alors, je suis parti d'assez loin. C'est un peu toujours mon idée. euh, pour vous expliquer dans quoi s'inscrit le thème de ce soir. Notre univers évolue, ou a évolué et évolue encore, bien sûr. Et il y a trois traits caractéristiques de cette évolution. Le premier, c'est l'expansion. La tendance est toujours de s'étendre. Le second trait caractéristique, c'est la fragmentation. On verra, on parlera d'individualisme, par exemple. Et puis, le troisième trait, c'est la complexification. Et ça, c'est très, très important, justement, pour le thème de ce soir. Donc, le numérique s'inscrit pleinement dans cette tendance. Il s'étend, il se multiplie, il se fragmente, il se complexifie. Et on va voir donc ce que cela implique. Alors, j'ai commencé par une petite note artistique pour parodier Jacques Dutronc, Mini, non, c'est cyber, 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 tout est cyber dans notre vie. On va le voir. Donc ce préfixe cyber, hein, on le met à toutes les sauces, on lui ajoute, on le met devant tous les noms, et ça donne un certain nombre de choses, parfois positives, la cyberdéfense, hein, dont on va nous parler, mais tous les cyber ne sont pas positifs, il y en a qui sont très négatifs. La cyberguerre, on parle, hein, tout à l'heure on parlait de l'Ukraine, hein, effectivement, il y a une partie de la guerre dite hybride, parce que ce n'est pas que des chars, hein, c'est aussi pas mal de numérique. Les cybercrimes, là aussi on l'a évoqué, hein, beaucoup d'individus, beaucoup d'entreprises hein, sont rançonnés. Les cyberattaques, ça c'est le terme général, hein, parce que ça prend tous les aspects. On parle de cyberespionnage, de cyberterrorisme, de cyberharcèlement, notamment on le sait dans les écoles, hein, ça fait des ravages, certains en arrivent à se suicider, certaines victimes bien sûr, de cyberpornographie, de cybermenaces, de cyberescroquerie. Bref, la liste est longue et je ne pense pas avoir tout recensé. Donc, quand on parle de cyberattaque, de quoi parle-t-on en fait? Eh bien, c'est des actes volontaires, c'est quelqu'un qui a une volonté et qui va s'emparer du cyberespace pour nuire alors à des individus, à des entreprises, à des États, en s'en prenant aux données ou au système. Alors ce phénomène n'est pas récent, hein, on voit qu'il a été observé dès 1988, mais le terme même de cybercriminalité ne date que de 1990. Ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas avant, que la cybercriminalité n'existait pas avant. Alors là, j'ai trouvé une certaine nomenclature, hein, il y a des gens qui ont essayé de, comment dirais-je, de classifier un peu hein, toutes ces cyberattaques. Et donc voilà, il y en a 12 je crois, 12 voies, à commencer par les malwares. Alors ça, c'est peut-être le plus connu parce que depuis longtemps, hein, on est sensibilisé aux virus qui polluent nos ordinateurs, hein, aux vers. Alors les ransomware, c'est les rançons, les demandes de rançon maintenant, les logiciels espions, les chevaux de Troie, hein, il y a des programmes qui sont conçus pour entrer dans votre machine et ensuite faire des choses à l'intérieur. Et il y a même des injecteurs, hein, c'est un peu comme les chevaux de Troie, c'est-à-dire on injecte un programme dans la machine. Après on parle de cyberespionnage, je l'ai dit, cyberharcèlement, cyberfraude. Alors cyber whistleblowing, pardon, c'est la dénonciation, c'est-à-dire que des salariés peuvent très bien, s'ils ne sont pas contents de leur patron, dénoncer un certain nombre de pratiques qui auraient lieu dans l'entreprise.
La contrefaçon, alors la cyberfinance criminelle, là aussi on en a parlé tout à l'heure. C'est vrai qu'avec les crypto-monnaies, hein, il y a un champ énorme pour un certain nombre de malversations. On va le voir, les banques sont souvent attaquées, même si elles ne le disent pas beaucoup. Beaucoup de banques sont attaquées. Il y a la cyberpropagande, alors ça aussi, ce sera un peu le thème de la prochaine fois. Hein. Et là aussi, avec tout ce qui se passe, c'était aussi un peu le thème de ce que nous avions évoqué quand on avait parlé des réseaux sociaux, hein, avec les conspirationnistes, etc. Donc la cyberpropagande, hein, c'est quelque chose qui est de grande actualité, on va dire, un peu partout. Hein. Il n'y a pas qu'en Russie, c'est vrai dans le monde entier. En Afrique aussi, hein, on a entendu qu'aujourd'hui, on essayait de contrer l'influence française, hein, par tout un tas de propagande discriminatoire. Après, le phénomène de cyber-usurpation d'identité, ça aussi, c'est quelque chose qui se développe. Hein. Il y a plus de 200 000 personnes, je crois, en France, hein, qui, chaque année, sont victimes de cela. Donc, tout d'un coup, vous recevez des amendes, alors que vous n'avez pas fréquenté ces lieux-là, hein, et quelqu'un a pris votre identité. Et donc, avec le net, tout ce qui est hameçonnage, comme on dit, eh bien, permet de récupérer beaucoup d'informations. Après les cybercambriolages, et il y a aussi donc le défaçage, c'est la possibilité de rentrer sur un site et puis de dénaturer le site, c'est-à-dire on va remplacer sa présentation. Donc, pourquoi les gens se lancent-ils, enfin les gens, ou on va le voir, les groupes, se lancent-ils dans ce type d'activité? Eh bien, il y a plusieurs motivations. Certaines, c'est pour le prestige, hein, très personnel. Voilà, il y a un challenge. Hein. Au début, c'était les virus, tout ça, c'était un peu ça la motivation. C'était, moi, je suis le meilleur informaticien, donc vous allez voir ce que vous allez voir. Mais il y a aussi des motivations éthiques, hein, c'est-à-dire qu'il y a précisément d'autres qui cherchent, justement, on va le voir aussi, à protéger, hein, et essayer de trouver des systèmes pour contrer ces cyberattaques. Donc il y a des motivations qui peuvent être aussi opposées. Ensuite, économiquement, bien sûr, hein, il y a une recherche de profit. Ceux qui rançonnent, hein, cherchent à gagner des sous, c'est tout bête. Hein. Et puis ça peut être aussi lutter contre la concurrence ou pour la concurrence en quelque sorte, hein, essayer de ridiculiser les concurrents, etc., etc. Mais il y a aussi des motivations qui sont, on l'a dit, politiques. Hein, les rapports de force, hein, sont importants, et militaires aussi, on va le voir. Hein, les cyberattaques sont parfois orientées sur des objectifs militaires. Et donc, ça se dit peut-être pas beaucoup, mais ça se fait. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, un trait caractéristique de notre univers, c'est la fragmentation. Et donc, dans un monde qui se fragmente en individualisme, eh bien, certains individus cherchent à mesurer leur influence, leur pouvoir, hein, et de ce fait peuvent tester en direct, hein, les conséquences, comme ceux qui mettent le feu l'été, hein, et quelque part ça confirme leur existence, ils ont l'impression d'exister de ce fait. Donc pourquoi on en arrive là? Bien parce que l'intérêt du numérique, on l'a toujours dit, c'est que ça utilise peu de matière. Hein, on est dans le virtuel, même s'il y a bien sûr des machines, il y a quand même du hardware, hein, comme on dit, mais l'essence, on va dire, c'est l'information, c'est la connaissance, etc. Donc il y a peu de matière. Et pourtant, ça peut agir sur la matière, hein, ça peut être aussi efficace qu'un missile. C'est-à-dire que plutôt que d'envoyer un missile, on peut très bien détruire concrètement des sites
militaire, par exemple. On va le voir, c'est un petit peu ce qui s'était passé en Iran. Une attaque d'Israël, par exemple, sur l'Iran, c'était risqué, hein, une attaque aérienne, par exemple. Et donc, on a introduit des virus et on a réussi à détruire des installations par rapport justement à l'évolution en matière nucléaire. Donc, la dématérialisation réduit les coûts de production. Alors ça, c'est l'économiste qui parle, hein, de quoi que ce soit. Hein. S'il y a quelque chose qui nous coûte, c'est notre poids. Hein. C'est toute cette matière qu'il faut trimballer, qu'il faut déplacer. La base essentielle du coût, elle est dans comment dirais-je, la matière. Donc, on voit que au départ, le facteur de production qui était essentiel, c'était le travail. Je remonte à très loin. Puis est apparu le capital, hein, la machine qui pouvait justement remplacer le travail humain. Et donc là, comme c'était nouveau qu'il fallait investir, hein, c'est toute la révolution industrielle. Et ça a pris du temps et de l'énergie et des moyens. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit que le facteur de production qui est le plus important, c'est finalement l'information. Ça avait été déjà évoqué par certains économistes, mais ça l'est de plus en plus dans ce qu'on appelle l'économie de la connaissance. Aujourd'hui, c'est la connaissance qui prime. Je continue en montrant que la valeur d'une chose dépend de ce que l'on peut en faire. Quelle est la valeur de quelque chose? Bien, qu'est-ce que je peux en faire? Et donc, aujourd'hui, on s'aperçoit que les données sont d'une importance capitale, puisqu'on peut faire beaucoup de choses avec la possession de ces données. Donc, les données attirent la convoitise, d'où beaucoup de bases de cyberattaques. Alors, pardonnez-moi ce néologisme, hein, je l'ai mis entre guillemets, dématérialité, parce que ça n'existe pas. Ne cherchez pas dans le dictionnaire, mais je trouve que ça parle bien. Leur dématérialité les rend plus saisissables, dans la mesure où c'est quelque chose qui, encore une fois, n'est pas matériel. Hein, on va plus facilement pouvoir s'en emparer et l'utiliser. Et puis, par ailleurs, le numérique réduit, on le sait, le temps et l'espace. Voilà, souvent. Alors, il y a très très longtemps, quand je faisais mes cours, j'avais lu dans le Nouvel Observateur cette phrase: « La France sera un pays moderne lorsque le dernier des loupards se lancera dans le piratage électronique. » Et donc, j'utilisais cette phrase pour montrer l'importance des gains de productivité. Il faut essayer d'être plus productif. Arracher le sac à main d'une mémé dans la rue, c'est dangereux, on peut se faire prendre, etc. Tranquillement chez soi, avec son petit whisky à côté, on peut détourner des milliards en quelques millisecondes. Donc effectivement, je crois que le Nouvel Observateur était en avance sur son temps quand il a dit ça, parce que tout ce qu'on a appelé cyberattaque n'existait pas encore. Et puis il y a aussi une loi, enfin c'est moi qui l'appelle comme ça, une phrase d'Henri Laborie, le fameux biologiste, hein, qui dit que toute structure de niveau d'organisation supérieur vit au détriment des structures de niveau d'organisation inférieur. Alors cette phrase, elle explique tout dans le monde. Si vous comprenez ça, vous avez tout compris. Et donc on comprend justement que les proies les plus faciles, que sont en particulier justement les particuliers, hein, qui ne sont pas forcément très instruits en matière numérique, vont être les proies principales. Mais c'est le cas aussi de toute structure qui sera simple ou faible. Dans notre monde, il vaut mieux pas être faible dans quelque domaine que ce soit, parce que la faiblesse est toujours exploitée. Ça se comprend. Dans un monde de rareté, c'est toujours là où il y a de l'importance de la valeur qu'on peut faire quelque chose. Alors, la cybercriminalité peut être le fait d'individus, comme on a dit tout à l'heure, puisqu'il y a des motivations personnelles. Alors, il y a plusieurs noms, je me suis amusé à les recenser: hackers, freakers, ça c'est pour le téléphone, crackers ou crashers
tous ceux qu'on appelle les black hats, les chapeaux noirs, qui en fait sont des hackers de mauvaise intention. Parce qu'il y a aussi les chapeaux blancs qui, au contraire, hein, vont essayer de, comme vous sans doute, de contrebalancer tout ça. Mais c'est le fait aussi de groupes, parfois, c'est structuré, hein, il n'y a pas que des individus isolés. Et puis parfois, il y a même des institutions étatiques, hein, on va le voir, ça prend une dimension importante. Alors j'ai essayé de faire un peu le hit-parade des pays où on trouve ces individus ou ces groupes, hein, ou ces États, et on trouve en tête la Chine, avec ensuite la Corée du Nord, l'Indonésie, ça m'a un peu surpris, mais pourquoi pas, et les USA, mais enfin la liste est longue, hein. Aujourd'hui tous les États ont cette dimension, il faut le dire. C'est là où on trouve le plus de monde quand même, semblerait-il. Mais de plus en plus, grâce aux réseaux sociaux, des nouveaux individus qui n'ont pas forcément de technicité peuvent aussi utiliser le cyberespace pour déstabiliser, notamment politiquement. Hein. Quand on parle des grèves, etc., il y a toute une organisation ou autre qui se fait, et c'est pas des hackers au sens propre du terme. Mais s'il s'agit de faire des menaces ou de déstabiliser, hein, ils ont quand même une certaine possibilité. Et puis, j'ai appris aussi qu'il y a même maintenant des logiciels qui vous permettent de faire des cyberattaques clé en main, quoi. C'est-à-dire pour des gens qui connaissent rien, vous avez ce logiciel et vous pouvez l'exploiter et donc attaquer. Ça s'appelle Crimeware as a Service. Alors, si tous les pays sont capables d'attaquer, tous les pays aussi sont capables d'être victimes. Et tous les types d'entreprises, hein, Airbus, Auchan, beaucoup d'entreprises hein, ont été victimes. Alors, c'est le cas aussi, tu l'as rappelé, là, de beaucoup d'hôpitaux de nos jours. Hein, tout ce qui a été fragilisé, notamment par la Covid, hein, ben on a dit tout à l'heure, tout ce qui est faible hein, risque d'être attaqué. La finance aussi, parce que bien sûr, il y a beaucoup d'intérêts en jeu. Donc j'ai essayé de recenser un petit peu, mais la liste, comme je l'ai dit, est infinie, elle est trop importante hein, pour qu'on cite tous les cas. Simplement, en 2007, l'Estonie a été attaquée par les Russes. L'Estonie est un pays qui a dématérialisé rapidement toute sa gestion publique. Et donc, ça a permis justement d'être dans ces attaques. Alors, les botnets sont des robots qui peuvent paralyser l'activité. Hein, on multiplie tellement les messages que ça sature tout le système. Et donc, voilà. Donc, 2007, l'Estonie a été attaquée. En 2009, la Corée du Sud aussi. En 2010, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est l'Iran, avec un virus qui s'appelle Stuxnet. Il y en a eu un autre ensuite, Flame, qui a attaqué. Donc les conséquences touchent les particuliers, les entreprises et l'État, on l'a dit. Et alors là, j'ai essayé de trouver des statistiques un petit peu sur les conséquences. Hein. Et alors, bon, tout le monde n'est pas exactement d'accord avec ces chiffres-là, je les ai trouvés, mais il y en a d'autres qui disent un peu moins, mais enfin, c'est quand même dans ces eaux-là. Et ça dépend de l'année aussi, parce que ça augmente de 15% par an à peu près. Hein. On arriverait à 6 000 milliards de dollars en 2021 de dommages. Cette activité-là, si on en calculait son PIB, on arriverait au 3e rang après les États-Unis et la Chine. Donc ça touche 0,8% du PIB mondial et ça touche 1% de la population mondiale. En France, hein, j'ai essayé de voir aussi, apparemment 26 millions de Français seraient victimes de cybermenaces ou attaques, et dont 9,17 milliards ont des pertes nettes. 9 milliards de Français qui ont des pertes. En 2019, les entreprises auraient perdu 8,7 millions d'euros. Donc c'est quand même très très important ce qui se passe sur ce plan-là. Et aujourd'hui, les responsables hein, craignent plus les cyberattaques que finalement les dépressions ou
les récessions économiques. Il y a plus de risques avec le numérique qu'avec la finance, par exemple. Et justement, si on s'attaquait vraiment au système financier, on pourrait paralyser complètement un pays. Alors, tu parlais tout à l'heure de ChatGPT, c'est pas que négatif, hein. Moi, je me suis dit, voyons, qu'est-ce que ça donne? Et j'ai essayé de voir quelles étaient les conséquences des cyberattaques. Et vous voyez la liste, et je me suis aperçu que finalement, c'est assez correct. C'est de l'intelligence artificielle, hein, donc qui doit piocher, je sais pas où, dans Wikipédia ou ailleurs, mais en tout cas, bon, oui, largement. C'est pas très mauvais. Hein. Alors, pour les particuliers, ben, on l'a dit, hein, simplement je voudrais insister sur le fait que, comme je le dis à la fin, la technicité des criminels n'a d'égal que la naïveté des victimes. Je pense que si les individus étaient plus instruits et connaissaient un peu mieux ce qui se passe, il y aurait moins de problèmes. Il y a beaucoup de naïveté, on reçoit un mail, comme tu disais, on clique dessus, et puis ça y est, c'est fini. Hein, et y compris dans les entreprises. Pour les entreprises, eh bien, on l'a vu, il y a des pertes financières, des rançons, il y a des activités perturbées, hein, elles sont obligées d'arrêter leur activité. Et puis, il y a aussi leur renommée qui s'effondre, parce que comment faire confiance à une entreprise qui a été piratée et où on a pu récupérer les fichiers des clients ou autres. L'État aussi est menacé par la cybercriminalité, on l'a dit. Et je cite le cas de la Côte d'Ivoire, hein, où il y a tellement de, je crois qu'on les appelle des brouteurs, c'est-à-dire des petits hackers là, hein, qui essayent d'exploiter. Et en fait, il y a une telle mauvaise réputation pour la Côte d'Ivoire qu'aujourd'hui, en matière de commerce international, il est très difficile d'avoir des partenaires. Donc les sanctions sont rares, mais on va vous en parler mieux que moi. Je pense que la loi est en retard, même s'il y a des peines prévues. J'ai trouvé qu'une captation de données, c'est 2 ans de prison, 60 000 € d'amende. L'usurpation d'identité, 5 ans de prison, 75 000 € d'amende. Et la modification d'un dispositif de traitement de données de l'État, c'est 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Le problème, c'est que l'identification est difficile, parce que quand il y a des attaques comme ça, il y a multiplication des IP, hein, et il y a aussi de l'anonymat, et puis les preuves sont toujours difficiles à établir. D'autant qu'en général, ça se passe sur un plan international, et que là, il y a un problème, quelle est la loi qui va s'appliquer, et les conceptions aussi ne sont pas toujours les mêmes d'un pays à un autre. Il y a des pays qui condamnent le cannabis, d'autres non. Donc, pour vous donner un exemple, et c'est vrai pour tout un tas d'autres domaines. Ce qui fait qu'on parle parfois de paradis juridique. Et donc, différents rapports ont souligné la vulnérabilité aux cyberattaques, hein, notamment des rapports de sénateurs, de l'ensemble de la société française. On est assez vulnérable et le risque est grand, donc il faut faire quelque chose, je pense. Donc, la sécurité des systèmes d'information est devenue un enjeu de sécurité nationale. C'est pour ça qu'on va le voir, hein, il y a différents organismes, mais qui sont confiés généralement aux militaires. J'ai fini. Donc, on va vous en parler. Les institutions de défense se multiplient, et j'en ai recensé un très grand nombre. Notamment, je vous dis, la gendarmerie nationale, hein, et la police, mais aussi l'Europe. Europol, C3, Eurojust, ENISA, etc. Donc là aussi, on vous en parlera. Il existe différents systèmes de prévention. Là aussi, j'ai comment contrôler les cyberattaques. Hein, j'ai refait un ChatGPT. C'est pas mal. Vous pouvez trouver les solutions. Donc je pense que seule la coopération internationale peut permettre de lutter efficacement contre la cybercriminalité. Hein. Il faut partager les données entre les pays parce que sinon, ça sera difficile. Et justement, en 2001, une convention a été adoptée à Budapest. Aujourd'hui, 67 pays l'ont signée. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne fait rien, hein, mais la tâche est difficile.
Parce que comme toujours, la rareté fait que les défenses auront toujours un train de retard par rapport aux attaques, puisque c'est celui qui prend l'initiative, en quelque sorte, hein, qui va l'emporter. Voilà, j'en termine. J'avais dit que Emmanuel Kant avait montré que la vertu pouvait avoir des aspects positifs comme des aspects négatifs. Mais il en est de même de l'outil numérique. C'est pour ça que je pense que la responsabilité de chacun, c'est de se former, d'accroître ses compétences en la matière, et qu'on peut très bien utiliser le numérique pour cela. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup.